Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la blockchain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube, c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain. Et aujourd'hui, vidéo importante à propos de Bitcoin, surtout. Et ce qui gravite autour de Bitcoin, les enjeux, les choses à saisir là, qui sont vraiment essentielles. Mais avant toute chose, merci. Merci à toi si tu t'es abonné récemment à la chaîne, ou même si ça fait quelques semaines, quelques mois. Voilà, parce que ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Et en plus, tu t'as bien vu, ça t'a pas ponctionné de BTC sur ton portefeuille, ou de Monero. Donc il n'y a pas de souci. T'as toujours, toujours ton bag. Donc n'hésite pas aussi à partager à ton entourage si tu juges que cette vidéo et d'autres vidéos sont utiles, du moins pourraient être utiles. Commençons avec ces quelques points. Donc la dévaluation des monnaies fiat va s'accélérer et par extension leur pouvoir d'achat. Donc à partir de là déjà, est-ce que mettre en avant BTC, est-ce que faire même l'apologie de Bitcoin c'est de la folie ou c'est du bon sens? Voilà, hein. Pour prendre un peu de recul, un billet de 10 € dans 5 ans permettra d'acheter significativement moins en termes de biens et services qu'un billet de 10 € actuellement. Alors oui, ce sera toujours un billet. Alors, et en plus je dis un billet de 10 € là, mais ça se trouve dans 5 ans il y aura plus de billets de 10 €. Ce sera 10 € numériques quoi. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'il soit physique ou digital, cet euro aura beaucoup perdu en pouvoir d'achat. Pour preuve, par exemple, aux États-Unis avec le dollar américain, 14,5%, je rappelle cette donnée, 14,5% de dévaluation annualisée depuis l'an 2000. Ça fait très mal. Et c'est source Fred. Voilà, ajouter source pour les gens, c'est quoi ta source? Je la mets en gros comme ça, voilà. Les monnaies numériques de banque centrale vont arriver, donc oui, c'est pour octobre-novembre de cette année en Europe. Donc c'est dans 5 mois à peu près. Ou des stablecoins provenant du privé, JP Morgan, Tether, Circle, tout ça, donc qui pourrait servir en fait de monnaie numérique de banque centrale, mais simplement ce serait plus facile à implémenter parce qu'on dirait non c'est bon, c'est stablecoin, c'est la crypto, c'est ok, c'est pas les banques centrales, ce ne sont pas les banques centrales qui émettent, donc c'est bon. Ouais, non, tu vas voir mon copain. Et le liquide va potentiellement, comme je disais il y a un instant, disparaître. Et pour preuve, en 2016, 27% des paiements étaient réalisés avec carte bancaire en France. En 2024, c'est 48%. Pas loin, pas très loin du double. Voilà, et c'est en 8 ans, quoi. Donc ça laisse imaginer ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Commençons avec ce tweet que j'ai bien aimé de Bitcoin for Freedom. Bitcoin has already won, now it just have to sink in for normies. Et normies, donc oui, c'est pas vraiment péjoratif, ce sont simplement les individus qui n'ont pas saisi là ce qui était en train de se passer, qui n'ont pas capté. Donc là, l'idée c'est de faire en sorte que le message se répande afin qu'on prenne connaissance de ces éléments factuels et que Bitcoin soit étudié et éventuellement accumulé. Bon, ça après, comme d'habitude, not financial advice, pas de conseil d'investissement, mais le tout c'est d'étudier le système monétaire et étudier Bitcoin. Et donc on a Schmidt, donc un fervent défenseur de Monero, notamment pour les paiements anonymes. Donc ce monsieur, pour ne pas être condescendant ou être dans le jugement, ce joli monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'aujourd'hui, donc 100 $, en l'occurrence dollar américain, ou 1000 pesos aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas savoir qui les utilise. En l'occurrence, ce serait un billet, quoi, du papier. Mais donc la différence là, c'est qu'avec les monnaies numériques de banque centrale, les Central Bank Digital Currencies, eh bien, on aura un contrôle absolu sur les règles et les régulations, ce qui déterminera en fait finalement l'usage de ces monnaies, de ces pseudo-monnaies. Et là, il dit bien the expression of central bank liability. Pourquoi? Parce que c'est avant tout
la banque centrale qui émet ces pseudo-monnaies, le dollar, l'euro et tout ça. Donc à partir de là, c'est de la dette. Donc moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Et c'est pour ça que ça reste... c'est pas un actif, c'est un IOU quelque part. Ça reste un IOU, c'est de la dette. Voilà, pour faire simple, c'est de la dette. Et bien sûr, la technologie servira à imposer ça, enforce. Donc là, c'est imposer, c'est vraiment limite, oui, imposer quoi. C'est bien donc ce Augustin Carsten, General Manager of the Bank for the International Settlements, BIS. Voilà, donc c'est même pas la banque centrale, mais bon, ça reste le même cartel. Un autre tweet que j'ai bien aimé par rapport à Amsterdam. Alors apparemment Amsterdam, ils sont anti-cash, donc autant le liquide, oui, ça reste émis par la banque centrale, ça reste un moyen de spoliation et de contrôle des individus, mais au moins c'est relativement intraçable, c'est mieux que l'euro numérique par exemple. Mais il se trouve que voilà, Amsterdam, ils ont pas tellement compris, ils utilisent même pas ce qui leur reste pour combattre, on va dire, les banquiers centraux. Donc là, ce qu'ils nous disent, The First One, ce qui m'a bien fait rire, tax-paying cucks continue to build themselves a cashless gulag. Donc au final, moins on utilise le cash aussi, plus il y aura de raisons de le supprimer et de dire, bah, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut dans le monde digital maintenant. Et qu'est-ce que ça donne? Un goulag sans liquide, donc totalement en digital quoi. Et ça, no comment. No comment. If you know, you know. Lynn, ma chère Lynn, qui aussi met en avant le fait que les États-Unis sont dans une position difficile, même très délicate. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans une situation de fiscal dominance. Et donc, dans ce genre de situation, eh bien, si on baisse les taux, ça va pas forcément diminuer les prêts accordés par les banques. Par contre, ça va continuer, ça va accélérer en fait le déficit dette publique quoi. Donc c'est une sorte de point de non-retour et c'est grave pour le pays quoi. Donc là, elle avait rebondi sur ce graphe, ce qui prouve aussi qu'une fois quand l'or explose comme ça, bon, en plus là, on voit que les taux, bon bah, on est sur un range quoi. Par contre, l'or explose, Bitcoin va exploser aussi et a déjà explosé. Donc c'est tout ça sent vraiment pas très bon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gif qui tourne pas mal. C'est Nothing stops this train. Donc rien n'arrête ce train parce que maintenant bah, c'est en marche et il n'y a plus qu'à se prendre le mur quoi. Là, Darren Feinstein, merci à lui parce qu'il rappelle les bases aussi ici. Bitcoin donc existe parce que les banquiers peuvent imprimer de l'argent en secret à partir de rien quand ils veulent, autant qu'ils veulent. Et là où vraiment tout a basculé, c'est même pas forcément 1971, comme on dit, c'est en fait en 1913, le 22 décembre 1913 pour être exact, lorsque la réserve fédérale américaine a vu le jour pour de bon. Là, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc en 87 ans plus tard, la Fed a imprimé 4600 milliards de dollars en M2 Money Supply. Donc ça fait beaucoup. Mais entre 2000 et 2025, elle a ajouté 17 000 milliards. 17 trillion dollars. Donc tout ça... donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80% de la masse monétaire M2 qui existe aujourd'hui a été imprimée, a été créée à partir de rien durant ces 25 dernières années. Donc c'est même pas depuis 1913, hein, depuis qu'ils ont ce pouvoir absolument vertigineux. Et oui, parce que tout le monde n'a pas une imprimante habillée chez lui, parce que sinon ce serait un peu différent, hein, sinon il n'y aurait pas de souci. Mais évidemment, il n'y a que les banques centrales qui ont ce pouvoir. Et bien sûr, il n'y a pas de registre, il n'y a pas d'audit, il n'y a aucun vote, pas d'enregistrement, pas de vérification, pas de responsabilité. Enfin, vraiment, c'est
les pleins pouvoirs. C'est plus qu'une oligarchie, hein, c'est limite. Et donc finalement, les citoyens, ils n'en savent rien. Et de toute façon, ça les intéresse pas généralement, malheureusement. Donc, à partir de là, Bitcoin, eh bien, il remplace, c'est ça hein, qu'il faut comprendre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir dans les prochains tweets, Bitcoin, en tout cas, vise à remplacer ce système archaïque et secret, occulte même, on pourrait dire occulte, avec donc un registre inaltérable, public, avec une responsabilité, on va dire, parfaite, parce que voilà, toutes les 10 minutes, c'est audité. Et on peut pas manipuler, personne peut manipuler, et qu'on peut accéder, enfin c'est accessible 24 jours sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et oui, donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, et c'est aussi pourquoi 100 000 $ par Bitcoin, c'est pas cher, c'est pas cher, on est encore tôt, it's still early, comme on dit en anglais, donc 1 million $, c'est la prochaine étape. D'abord 150, puis 200 000, puis 300 000, puis 400 000, mais le million, c'est pour atteindre le million, il faut atteindre la capitalisation de l'or, donc c'est pas non plus la lune. La lune, c'est plus qu'un million. Et pour preuve, donc, ce milliardaire, Tim Draper, qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Eh bien, que Bitcoin, finalement, il va grimper, enfin, on le sait déjà qu'il tend vers l'infini, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais il n'y a pas de plafond. Mais selon lui, ça va s'accélérer. Et surtout, ce qu'il dit à un moment... Bon, j'ai quand même envie de mettre le passage en anglais. Bon, c'est quelques secondes, mais ça en vaut la peine. This year. But you go out 10 years, and the answer is infinity against the dollar. Because there won't be a dollar. There won't be a need to have a dollar. Once I can buy my food, my clothing, my shelter, pay my taxes all in Bitcoin. And it's a better way to collect taxes for sure. Then there won't be any reason to hold on to any Bitcoin. I mean, to hold on to any dollar. Donc déjà, selon lui, on va taper les 250 000 cette année pour un Bitcoin, hein, évidemment. Et selon lui, dans 10 ans, ce sera même plus intéressant de calculer en dollars, vu que le prix aura atteint des sommets inimaginables, quoi. Et aussi, dans 10 ans, on pourra sûrement acheter à peu près n'importe quoi en Bitcoin. Après, ça dépendra peut-être encore des pays. Peut-être qu'en France, on sera encore « Ah, mais c'est quoi Bitcoin ? Ah bon, c'est vrai, il y a une certaine adoption maintenant, Bitcoin ?» Bon, en France, je sais pas. J'espère que ça aura bien avancé. En tout cas, je fais tout pour et pas mal de personnes font tout pour aussi. Mais en tout cas, dans beaucoup de pays, on dira non, je veux pas de tes dollars en fait, je veux du BTC. Et c'est sûr que après, pour l'aspect taxe, ce sera effectivement peut-être un peu plus simple. Ça dépendra de la manière d'utiliser, du moins. Ça dépendra à la méthode que chaque individu emploie pour utiliser le réseau. Est-ce qu'elle utilise Coinbase ou est-ce qu'elle est plus en mode cold card avec son propre nœud et en mode vraiment cypherpunk plus. Ça dépendra de ça. Mais c'est sûr que contrairement à Monero, justement, on est sur un registre public. Donc dans l'absolu, même si on ne peut pas voler la clé, on ne peut pas crack une clé publique, eh bien on peut quand même savoir s'il y a une identité derrière un portefeuille, ce qu'il y a. Enfin, identité ou non. Mais avec une adresse publique, on peut savoir. Mais en attendant, ça reste mieux que l'euro numérique, infiniment mieux même, parce qu'au moins on reste libre, on fait ce qu'on veut avec son portefeuille. Et pour preuve, donc, à l'heure actuelle, déjà, si un individu a un Bitcoin, c'est pas 10, c'est pas 100, un Bitcoin, il est déjà millionnaire en 50 pays différents, en tout cas... avec 50 monnaies, il a passé le million, quoi. Et un individu qui a la moitié d'un Bitcoin, 0.5, il est millionnaire dans 20-25 monnaies.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin, même quelqu'un qui a 0,1 BTC ou peut-être même un jour 0,01 BTC, il sera millionnaire aussi dans toutes les monnaies. Parce que la valeur, la capitalisation de Bitcoin aura tellement explosé que voilà. Et oui, j'ai bien aimé c'est le monde de vendre Bitcoin. Tu veux dire acheter des euros? Parce que oui, dans l'inconscient collectif, on pense encore que l'euro, le dollar et tout, ce sont les monnaies, les vraies monnaies, qui ne sont pas virtuelles. Mais au final, non. Ce sont des pseudo-monnaies qui sont virtuelles. Et Bitcoin, c'est la vraie monnaie qui n'est pas virtuelle. Donc, au moment où on vend son BTC, en fait, non. On achète des euros, là, parce qu'on parle de la France et tout. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut capter. Petit à petit, les gens vont comprendre. Et Stackinsat, merci à Stackinsat. L'euro, en fait, eux, ils ont tourné ça en mode parodie, mais on vient de voir ce nouvel coin. 15,6 millions de tokens déjà en circulation, aucune limite maximale sur la supply. La supply augmente de 6% par an, il y a un seul nœud, 1% des détenteurs possèdent 30% de la supply, géré intégralement par la BCE, et les banques ont le droit d'en créer à partir de rien. Donc c'est génial, hein, c'est génial. Encore une fois, garder des euros, c'est très judicieux. J'ai bien aimé ce tweet aussi, très pertinent. La crise, en fait, elle n'est pas vraiment au niveau de la liquidité, c'est pas le fait que les taux directeurs sont augmentés ou sont abaissés pour ce qui donne une décroissance ou une croissance de la masse monétaire. Non, au final, c'est la crédibilité de la monnaie. Et oui, comme on a vu, c'est bien ça le problème. Et l'or, par exemple, il n'a pas pété parce que l'inflation est galopante et elle va continuer à grimper. Non, au final, c'est parce que le monde commence à comprendre qu'il n'y a pas de collatéral. Il n'y a pas de collatéral, le dollar, l'euro, etc. Ce sont des ponzi, littéralement. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore plein de gens qui se disent Bitcoin c'est le ponzi et l'euro, le dollar et tout, c'est en gros la monnaie. C'est dingue, c'est juste dingue. Alors que c'est littéralement l'opposé. Et finalement, il dit Bitcoin, il n'a pas vraiment été façonné pour les bull runs, pour voilà, faire des performances de zinzin comme il a fait par le passé et comme il va probablement faire à l'avenir, très probablement. Il a justement été conçu pour ce genre d'environnement lorsque le registre when the ledger is the last trust left. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose qui reste à la fin, c'est ça, c'est le registre. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le registre? Est-ce qu'on peut se dire, ok, c'est fiable, on est sur un système qui nous trompe pas? Non. Donc à partir de là, c'est Bitcoin qui prend le relais. Et donc un aspect aussi gravissime que Adam Back met en avant, shout out to the GOAT, one of the GOATs, c'est que Bitcoin au final appartient à la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Donc on a les trucs, la pyramide qu'on connaît, voilà, premier échelon, la nourriture, le toit, machin, jusqu'à l'épanouissement, enfin je sais plus trop exactement ce qu'il y a. Mais en fait, Bitcoin fait partie de cette pyramide de Maslow. Pourquoi? Parce que Bitcoin a le pouvoir de préserver la valeur à travers le temps, au fil des mois, des années, des décennies. Donc c'est fondamental au niveau humain. C'est-à-dire que les gens qui travaillent du matin au soir d'arrache-pied pendant des années, des décennies, qui produisent, si au final elles ne peuvent pas préserver la valeur de leur travail, leur temps, leur énergie, finalement c'est leur temps, leur énergie, c'est pire que de l'esclavage limite, parce que, ou alors au mieux c'est de l'esclavage quoi. Et c'est ça qui est absolument dingue quoi. Donc merci à Adam Back, OG, the OG of the OGs. Non peut-être pas, mais un des OGs. Donc finalement, pour comprendre Bitcoin, il faut quand même comprendre à un certain degré l'économie, la monnaie, la technologie, les sciences sociales et la philo. Oui, c'est pas juste le bull run 250 000 $ en novembre. Non, c'est pas ça Bitcoin. C'est avant tout
une étude. C'est avant tout de l'étude. Voilà. Voilà, ça faisait pas mal de points abordés, mais très important, et j'hésiterai pas à le refaire, et à le refaire, et à le refaire, jusqu'à ce que la France entière soit orange pilled. Il faut faire gober des pilules oranges à tout le monde, comme ça, dans 5 ans ou 10 ans, ils pourront pas dire ah, mais personne ne m'a dit. Non, 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 Guillaume était là, et toi t'étais là aussi, si t'as partagé. La blockchain a permis de répandre le message, comme les autres chaînes qui ont la même vocation. Donc merci à toi si tu as mis un j'aime, si tu t'es abonné encore une fois, et si tu as partagé. Ça reste très important. Sur ce, excellente journée, excellente soirée. C'était Guillaume. Bye bye. Et à ta liberté.